L'exposition comporte une sélection d'artistes belges et offre un panorama de l'art belge, de l'impressionnisme au surréalisme. Il y a 77 œuvres présentées avec 53 artistes pour découvrir comment l'art belge a ses spécificités. C'est un art essentiellement ancré dans le réel mais toujours tourné vers l'imaginaire. Dans cette section, on évoque le pré-impressionnisme, mais aussi en quelque sorte le réalisme, la sphère, je dirais, sociale qui intéresse, et humaine qui intéresse l'art belge. Le pré-impressionnisme, eh bien oui, c'est le réveil à la modernité qui arrive. Les artistes belges en quête d'identité, puisque le pays est très jeune, va s'attacher à montrer les richesses de son pays, la côte belge, les Ardennes, la forêt. Et les artistes vont teinter tous ces éléments de paysage de l'impressionnisme naissant. Donc la touche se libère, les ciels deviennent étincelants et la mer va prendre des atmosphères particulières sous le pinceau. Mais au même moment, dans un contexte très industrialisé, il y a évidemment une observation très critique de l'évolution sociale de l'époque, avec des artistes qui vont montrer la vie qui est dure, l'ouvrier au travail, les campagnes qui, au contraste des grandes villes et de la bourgeoisie, vont, elles, porter le pays dans cette modernité, mais porter physiquement et au gré de sacrifices importants. Et donc des artistes sociaux sont importants à cette époque, comme Eugène Larmance, comme Constantin Meunier, pour montrer cette réalité également en parallèle d'un monde un petit peu idéalisé de la nature. Dans le paysagisme, donc ce pré-impressionnisme, on peut par exemple pointer l'artiste Hippolyte Boulanger, qui est un artiste qui va avoir une carrière fulgurante. Il est mort assez jeune. Il a une œuvre urgente. On sent son bouillonnement dans la peinture, un pinceau très libre. Il capte des ciels, il capte la forêt, les contrastes qu'offre la lumière dans une promenade en sous-bois. Et il offre une œuvre d'une grande intensité. Le ciel nuageux, ici, dans l'exposition, est à la fois un nuage, un ciel, c'est vrai, mais c'est d'abord de la peinture pure, du blanc, du bleu, un dégradé de blanc et de bleu dans une évocation de ciel. Et finalement, c'est peut-être déjà une première peinture abstraite qui naît à ce moment-là. Avec cette section, on parle de l'impressionnisme belge. Alors on ne peut pas parler d'un impressionnisme, il y a des impressionnismes, il y a autant d'impressionnisme qu'il y a d'artistes de cette époque. Bien sûr, les artistes belges vont regarder l'Angleterre, la France, cette vague impressionniste qui est une déferlante. Ils vont absorber les principes de jeu de lumière, de couleur, de liberté du pinceau et ils vont créer leur propre petite cuisine artistique, je dirais, avec cette liberté, cette originalité qui leur est propre. Si la France va faire un impressionnisme très d'atmosphère, les Belges vont garder le sujet, garder le réel, ils ne vont pas atomiser le sujet, ils vont garder un amour de leur quotidien, de leur réalité, et vont donner surtout une fraîcheur de la touche, une fraîcheur de coloration, et ils vont donner des réponses assez innovantes pour le pays. Dans les artistes, il y a un artiste que l'on aime beaucoup en Belgique, qui est Theo van Resselberg, qui à lui seul montre toute une palette, une variété importante d'impressionnisme, un impressionnisme classique, avec des jeux de couleurs et de lumière dans les ciels et dans les effets aquatiques. Puis progressivement, il va être très influencé par Seurat, qu'il découvre en 1887. Seurat vient même en Belgique, expose l'après-midi à la Grande Jatte à Bruxelles, et c'est une révélation. Les Belges vont faire le jeu de petits points, mais ils ne vont pas développer le pointillisme scientifique comme Seurat. Dans l'exposition, il y a une artiste femme, c'est important, c'est la seule présence féminine dans l'exposition. Elle est importante à ce titre, mais elle est aussi importante au titre d'une artiste vraiment complète qui a fait la peinture comme loisir. C'était la fille d'un riche industriel, mais en grande qualité. Elle a elle aussi un choix très sensible de la couleur et de la lumière. On a une œuvre ici de paysage de mer où vraiment l'éclat du soleil transparaît dans la toile. Elle a aussi une
particularité, c'est que c'était une femme qui avait un regard sur l'art moderne de son époque particulièrement aiguisé. Elle collectionnait et elle a été la seule personne à acheter à l'artiste Vincent van Gogh, du vivant de Vincent van Gogh, une toile à l'artiste. Et donc rien que cela, ça montre aussi sa capacité à voir la modernité de son époque. À l'époque, fin de siècle, les mouvements sociétaux sont énormes, l'industrialisation, le secteur ouvrier se développe et cela amène, je dirais, une société en pleine crise existentielle. Si l'impressionnisme va révéler ce monde un peu moderne, le symbolisme, lui, va vraiment organiser un rejet et va privilégier une autre voie, celle du monde de l'âme, du repli sur soi, de la réflexion intérieure. Donc une opposition, en quelque sorte, à cette modernité, mais encore quand même de la modernité dans l'esthétique, mais va vraiment être une voie sur le monde de l'âme et de la pensée. Un autre artiste extrêmement important, très radical, très moderne dans son expression artistique, c'est Léon Spiliart. Il y a quelque chose de quasi expressionniste dans ce développement symboliste de Léon Spiliart. Il travaille sur l'intériorité, sur le silence, sur le monde riche de l'âme, mais avec un radicalisme beaucoup plus fort que Fernand Klepf, par exemple. Chez lui, ce sont des jeux de contrastes de couleurs, de lignes très radicales, noires, pures, qui viennent donner une expression. On peut même parfois le comparer à un certain Edvard Munch, par exemple, où on sent une force expressive et malgré tout le silence. Avec le symbolisme, les changements d'époque, on arrive progressivement à la Première Guerre mondiale, qui est un moment évidemment radicalement de rupture sociale dans toute la société, mais il y a aussi évidemment dans la veine artistique un changement de paradigme. Les artistes vont retenir les leçons de l'impressionnisme, du symbolisme, mais vont vraiment se soumettre à plus de modernité radicale, inspirée de l'expressionnisme avec la puissance de la couleur, de formes plus structurées, presque cubistes. Et donc ces artistes vont vraiment offrir de nouvelles propositions artistiques à ce monde en pleine mutation. Alors, pendant cette période troublée de l'entre-deux-guerres, il y a des expressions, je dirais, multiples, des condamnations du monde, mais aussi le souhait de retrouver un monde plus pur, plus harmonieux, un retour, je dirais, à l'humain essentiellement. Et ce retour à l'humain s'exprime de manière un peu différente, même si c'est la même idée, dans les deux parties du pays. En Flandre, on sent un l'expressionnisme flamand, qui va être avec des formes assez dures, radicales, des traits quasi cubistes, pour encenser le monde de la terre, le monde de la campagne. Et au même moment, en partie francophone du pays, ce retour à la simplicité et à l'humilité va s'exprimer de manière plus douce, plus vaporeuse, quasi classique et quasi mystique, avec un artiste comme Anto Carte, par exemple, qui, autour du simple sujet d'une mère à l'enfant, va donner une quasi mysticité, un certain mysticisme à la scène qu'il va peindre avec des jeux de lumière inspirés de la peinture religieuse. Le surréalisme belge est sans doute un des mouvements les plus emblématiques de l'art belge, très connu partout dans le monde, avec des figures importantes comme Magritte, comme Paul Delvaux. Dans ce cadre, Magritte offre vraiment une peinture complètement atypique dans le surréalisme. On a un univers réel, presque naïf, mais il vient intégrer des éléments perturbateurs de la lecture, de la logique, et là se crée la magie, la poésie, avec un renversement de l'objectivité. Alors Paul Delvaux, c'est aussi un artiste important de la mouvance surréaliste, mais il n'est pas proprement surréaliste. Il ne s'est pas rattaché au mouvement, il n'a pas signé le manifeste, il est un électron libre, il est resté autonome, indépendant dans sa bulle, quelqu'un d'assez solitaire et qui a créé un univers d'ambiance surréelle avec des modèles féminins, sorte de modèles impassibles, froids, qui ne communiquent pas, et tout ça dans un univers théâtralisé où en fait, est-ce que c'est peut-être une allégorie de la peinture, cette théâtralité où on met en place des éléments soumis à la libre interprétation du spectateur.
Le musée d'Ixelles est un musée ancien, il a 130 ans cette année. Il est un musée qui comporte 15 000 œuvres dans sa collection et ces œuvres présentent un panorama de l'art belge, avec quelques aussi heureuses exceptions des artistes européens. Mais globalement, le panorama d'art belge vient vraiment se continuer jusqu'à aujourd'hui puisque le musée continue à acheter de l'art contemporain.